Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour rapidement mais sûrement vous redonner effectivement le contenu de la release qui vient d'arriver, la 1.7.8, et puis vous projeter dans la prochaine, la version 8. Voilà. Je vais commencer dès maintenant. Donc moi je suis Pierre-Olivier, le directeur produit de PrestaShop, et c'est mon premier PrestaShop Day. Donc voilà, je découvre la messe dont on m'avait tant parlé. Je vais donc parcourir rapidement effectivement le contenu de la 1.7.8 qui a été réalisé donc, ce mois-ci, et puis vous projeter dans le futur de PrestaShop, donc la prochaine version, la version 8, dont vous avez déjà entendu parler, et rentrer... oh là, j'ai un autre... voilà. Rentrer, sans rentrer dans le détail, mais en tout cas vous décrire tout ce qu'elle va pouvoir contenir. Donc on commence avec la 1.7.8. La 1.7.8 qui est donc disponible bien sûr aussi bien sur GitHub que sur prestashop.com. Et la 1.7.8, hop là, c'est la dernière de la famille 1.7. Voilà. On arrive au bout de l'histoire de la famille des 1.7. C'est bien sûr la version mature de la 1.7 et on connaît effectivement toute l'évolution qu'a pu vivre cette grande famille. Donc on arrive au bout de cette famille avec une version mature, on va le voir, encore plus mature que les autres, bien entendu, et puis qui est tournée résolument vers l'internationalisation. Donc, rapidement, pour vous redonner les éléments clés de cette version, je vous ai tous remis sur une slide, donc ça a tout bougé en même temps. Voilà. On va retrouver effectivement plus de 500 issues qui ont été traitées au sein de cette version. Qui correspond à la correction de comportements bloquants ou non cohérents. Donc on revient sur cette notion de maturité, cette capacité d'arriver à une version toujours plus mature. Le fait de mettre à jour voilà, notre framework en 7.4 et de s'assurer un an de LTS supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Et puis 60% des pages migrées, donc la migration Symfony qui continue. Je pense que Pablo a sûrement dû en parler ce matin, mais on a aussi une task force qui vient nous rejoindre pour pouvoir continuer à accélérer sur cette migration et aller plus vite jusqu'à la finalisation de la migration. Voilà. Et d'un point de vue features, on va retrouver donc en termes d'internationalisation un travail d'ergonomie sur un certain nombre de pain points qui avaient été remontés au niveau de la gestion de multi-boutiques, donc qui peut être utilisé dans différents contextes. Des contextes de gestion de marché différents, le B2C, le B2B, différentes marques, et aussi beaucoup dans une logique d'internationalisation, donc dans la vente de plusieurs pays. On a une meilleure gestion des traductions, donc une gestion agrégée, ce qui fait que pour la gestion de la traduction interne au back-office, il y a des capacités d'export, sans rentrer dans le détail, et des facilités pour trouver les chaînes de traduction qui vont vous permettre effectivement de pouvoir, dans le développement de modules, dans les développements au sein du back-office, d'avoir une efficacité accrue. On a également amélioré le thème classique, avec le lazy loading du thème classique, donc qui augmente significativement le temps de chargement des pages en chargeant tout simplement petit à petit l'ensemble des médias et des fichiers lourds de chacune des pages. Et puis le label Out of Stock également, qui a été ajouté sur le thème classique. Donc voilà une overview rapide de la 1.7.8 qui vous a déjà été présentée et vous pouvez retrouver donc dès maintenant et disponible sur GitHub comme sur prestashop.com. Donc on peut passer maintenant à la PrestaShop 8. PrestaShop 8, c'est la prochaine version sur laquelle l'équipe travaille déjà depuis plusieurs mois, on peut le dire. Qu'est-ce qu'elle contient et qu'est-ce que c'est? Donc la PrestaShop 8, c'est donc la première d'une nouvelle famille où on a enlevé le 1 devant le 8, tout simplement pour rejoindre effectivement les standards de SEMVer
comme j'imagine Pablo en a parlé ce matin. Qu'est-ce que c'est la 8? C'est oui, une nouvelle ère, et elle est agnostique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Antoine en parlera beaucoup plus, mais je pourrais l'aborder tout à l'heure. Et puis à la pointe de nos frameworks technologiques. Donc reprendre un coup d'avance, effectivement, pour le projet au niveau de sa technologie. Alors, on parle de ça. Donc effectivement, le point clé de la 8, c'est la mise à jour de ces deux frameworks, PHP et Symfony, avec du coup, comme vous le savez, une sécurité accrue ou assurée, une vitesse d'exécution toujours plus forte et une meilleure expérience pour les développeurs. C'est important et on le redit, hein, ça induit naturellement une nouvelle majeure, dans le sens où ça amène des breaking change, vous le savez tous, mais sans impact majeur. Le sens de ça, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qui a pu être vécu dans le passé par PrestaShop, c'est pas une révolution qui va induire effectivement énormément de complexité pour rentrer dans cette nouvelle famille. Au contraire, elle est dans la continuité de la 1.7, et donc vous allez voir après, on fait tout pour que le passage et l'évolution à la 8 soit le plus simple possible. Donc le système de thème ne change pas, et le parc de modules devrait être compatible sur ces versions, grâce effectivement à l'évolution qu'on peut faire aussi sur notre marketplace, dans la capacité à l'ensemble des éditeurs de se rendre compatibles rapidement au fur et à mesure des nouvelles versions. On a fortement travaillé aussi l'ergonomie de la page produit. Donc vous le savez, la page produit et l'ensemble du système de gestion de notre catalogue produit. Le PIM de PrestaShop est un des usages principaux et un des systèmes principaux du logiciel. Et donc on a passé pas mal de temps pour faire des tests d'ergonomie et identifier un certain nombre d'éléments qu'on a pu améliorer dans cette nouvelle version. Donc on va retrouver des incompréhensions sur l'interface, des tâches chronophages, des informations difficiles à trouver. Et c'est ça qu'on a pu améliorer via un ensemble d'évolutions que je vais vous présenter là, qui sont une meilleure gestion des déclinaisons, avec tout d'abord une nouvelle modale de génération des déclinaisons et une pagination. Donc vous avez des gifs. J'ai bien fait de ne pas prendre de vidéos, parce que les vidéos ne passent pas apparemment. Qui vont permettre effectivement de gérer de façon beaucoup plus rapide et simple les déclinaisons. À un autre moment dans la gestion des déclinaisons, vous allez pouvoir avoir une sélection multiple et une gestion en masse par justement un filtre de l'ensemble des déclinaisons qui ont été ajoutées, comme vous pouvez le voir. Le texte n'est pas bon. Et on retrouve effectivement l'historique de l'ensemble des évolutions qui ont été apportées, ce qui vous permet effectivement naturellement de redescendre en fonction de ce que vous avez pu faire pour retrouver la configuration qui vous convenait et naviguer plus facilement dans l'ensemble des configurations que vous aurez pu faire au sein des déclinaisons. Hop là. Également au niveau de la gestion des images, à chaque image est attaché un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, lorsque vous modifiez une image, vous êtes obligé de recréer ces paramètres. Et donc dorénavant, vous pourrez effectivement modifier l'image ou changer une image tout en gardant les paramètres. La structure même de la page produit a été repensée pour apporter une information plus claire en header. Vous allez retrouver l'ensemble des informations, les informations principales directement accessibles et modifiables dans le header pour justement avoir une lisibilité accrue de la page produit. Également, on a extrait dans la page, dans l'onglet description, au niveau de la gestion des catégories, la sélection des catégories, où l'arbre qui permettait de sélectionner les catégories était intégré directement dans l'onglet et amené un scroll qui pouvait être très long et une gestion du coup de cette page assez compliquée. Et donc ça a été déporté dans une modale pour avoir une expérience plus agréable. Voilà, donc je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est ça. Donc c'est une somme d'améliorations ergonomiques pour avoir une gestion finalement des produits au quotidien et donc une performance de travail qui soit plus agréable bien sûr et plus performante
et permettre du coup à tous les utilisateurs d'avoir une gestion de leurs produits plus efficace. Troisième point sur cette nouvelle version, effectivement toujours dans l'optique de simplifier, de rassurer et de faciliter le passage d'une version à l'autre. On fait évoluer le module One Click Upgrade. C'est une nouvelle version, il y en aura d'autres. Donc comme c'est un module, effectivement, il peut avoir un rythme de mise à jour différent du projet. Et donc dans cette première version, enfin dans cette nouvelle version plutôt, on va préciser les compatibilités avec PHP, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec l'affichage bien sûr de la version de PHP actuelle, la compatibilité entre les versions de PrestaShop et les versions de PHP, et donc vous permettre, en tout cas permettre à la personne qui souhaite faire évoluer, upgrader finalement son PrestaShop, de s'assurer de la bonne étape à laquelle il doit aller, en fonction de sa situation actuelle et l'endroit où il va aller. Donc on va vous recommander de vérifier la compatibilité entre sa version de PHP et sa version de PrestaShop avant la mise à jour. Et puis ça affiche le détail des erreurs si certaines exigences ne sont pas satisfaites avant la mise à jour. Donc ça permet effectivement de fiabiliser, enfin de donner les bonnes informations et de fiabiliser cette étape d'upgrade. On a profité pour corriger un certain nombre de bugs bloquants lors d'une upgrade, avec la correction de la vérification de la version du module utilisé, la correction de la désactivation des modules non natifs et la correction de la désactivation des overrides. Voilà, donc toujours dans cette optique d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une majeure sans impact majeur, donc une capacité à basculer sur la 8 le plus sereinement possible. Hop, on en parlait, il y a un élément majeur dans l'évolution qui n'a pas d'impact sur le projet en tant que tel dans son utilisation, mais qui a un impact dans sa capacité de contribution et son évolution au sein de l'écosystème open source. Antoine va pouvoir vraiment entrer dans le détail, mais tout le point de cette notion de devenir agnostique, c'est comment est-ce qu'on peut développer fortement les contributions et tous en bénéficier. Le sujet de fond, c'est d'amener d'autres entreprises à contribuer et d'augmenter les contributions. On en sera tous forcément vainqueurs. Et pour ça, il fallait rendre le projet agnostique, parce qu'effectivement, il y avait une confusion ou une distinction qui n'était pas assez claire entre le projet et l'entreprise. Et donc, c'est tout l'objet de cette version, c'est de clarifier ce point et de rendre finalement le projet complètement agnostique d'entreprise, en l'occurrence de l'entreprise PrestaShop, pour inviter et stimuler d'autres entreprises à participer et en faire, comme l'entreprise PrestaShop peut le faire, son projet pour éditer même un produit auprès de ses clients. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de rendre le projet agnostique? Dans la version 8, la recommandation de modules de la marketplace add-ons de l'entreprise PrestaShop, et donc la gestion des mises à jour de ces modules, ne sera plus disponible par défaut. Donc elle sera toujours bien sûr accessible à travers ce que la marketplace pourra proposer, donc un module finalement de marketplace que l'utilisateur pourra installer s'il le souhaite. Tous les modules natifs seront inclus directement dans le projet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et les mises à jour de ces modules seront gérées directement par le projet, parce qu'aujourd'hui ces mises à jour sont gérées par la place de marché add-ons. Voilà, donc c'est des changements aussi qui sont profonds et qui vont permettre, Antoine rentrera vraiment dans le détail là-dessus, de donner, au-delà d'un nouvel élan, vraiment d'une accélération au projet, et c'est tout l'enjeu de cette bêta en 8. Je finis avec le calendrier, du coup, pour vous donner un horizon. Ce ne reste qu'un horizon, bien sûr. On connaît tous la problématique des estimations. Le but, c'est de vous projeter sur l'arrivée de 7.8. Donc la 1.7.8 vient de sortir, je le répète, la version mature de la famille 1.7. Et donc la version 8 a un code freeze visé d'avril. Voilà. Ce qui donne ensuite, après, avec tout le cheminement que vous connaissez, une release courant été de l'année prochaine. Voilà, donc c'était un overview rapide de la prochaine version pour vous projeter dans le futur du projet. Et puis un rappel de l'1.7.8 qui est disponible. Et donc je vous invite tous à l'utiliser dès maintenant. Voilà, merci à vous. Et je crois que c'est à toi, Antoine. Oui.
Je vais attendre que la présentation soit sur l'écran. C'est moi. C'est sur quel bouton? C'est la flèche, une des flèches. On va tester ça. Faut que je m'achète la même. Non mais je sais, Ah bah voilà, impeccable. Alors comme il y avait une DeLorean, j'en ai profité, on parle du futur du projet open source, je me suis dit que c'était le bon thème. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Thomas, je gère à PrestaShop tout ce qui est relatif à l'open source. Et donc du coup, pas mal de stratégies autour de ce qu'on fait, de ce point de vue-là. On a quand même un projet qui est important. Et donc je suis chez PrestaShop depuis 3 ans et demi maintenant. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'open source à PrestaShop. Comment est-ce qu'on va faire pour faire de l'open source, on va dire, pour de vrai, bien, en suivant les bonnes pratiques, et comment ça va se dérouler, on va dire, dans les mois qui arrivent. Alors, les versions dont on parlait, donc du coup notamment Pierre-Olivier, donc le fameux projet V8, donc je ne vais pas m'étaler trop dessus, va être la première version qui sera vraiment agnostique vis-à-vis de l'entreprise, c'est-à-dire de la même manière que d'autres projets open source tels que Linux ou autres, qui du coup sont un projet qui sont indépendants et sur lequel les entreprises viennent faire des produits et des services avec. Donc l'idée c'est ça. Comme Pierre-Olivier a déjà présenté plus de détails que ça, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette slide. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, la version que vous trouvez pour les développeurs sur GitHub et la version que vous trouvez sur PrestaShop.com, c'est la même version. Et si vous prenez les sources de PrestaShop et que vous buildez, vous aurez aussi à peu près la même version, même si vous pouvez affiner un petit peu. L'idée générale, c'est qu'à terme, en tout cas en étape intermédiaire, la version qui soit disponible sur GitHub ne sera plus la même que celle qui sera disponible sur PrestaShop.com. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver? Sur PrestaShop.com, vous allez retrouver ce qu'on fait d'habitude finalement. On va vous faire une version qui est plutôt orientée marchand, avec nos services, nos modules, des modules de certains de nos partenaires, comme actuellement. Mais la version que vous trouverez sur GitHub, elle, sera une version qui sera, donc celle expliquée par Pierre-Olivier, une version sans tout ça. Et cette version, elle correspond à un type d'utilisateur bien spécifique, qui sont notamment les techs des agences, ou en tout cas les gens qui ont besoin, les personnes qui ont besoin d'avoir une version avec laquelle ils vont itérer dessus et construire finalement une espèce de distribution spécifique à leur infrastructure, avec les modules spécifiques de, mettons, leur agence, ou en tout cas les besoins spécifiques de leurs clients. L'idée vraiment, c'est donc de fournir un socle de base stable, robuste, régulièrement développé, auquel tout le monde peut contribuer. Un point qui est important, qu'on oublie beaucoup, PrestaShop le logiciel appartient pas spécialement à PrestaShop l'entreprise. PrestaShop appartient en fait à ses auteurs. Évidemment, les développeurs de l'entreprise PrestaShop sont les plus gros contributeurs au projet. Il n'y a pas de raison que ça change. Et donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu. On va revenir aux fondamentaux avec cette slide. Comment fonctionne en fait un projet qui est hébergé dans une fondation? Je ne sais pas si on arrivera à faire une fondation avec PrestaShop. En tout cas, c'est une piste qu'on explore et on travaille dessus. Mais l'idée, c'est que votre projet, quand il soit dans une fondation ou qu'il soit en tout cas géré par un organisme tiers neutre, cet organisme tiers en bas va proposer en fait les infrastructures de collaboration. Alors, par exemple, pour PrestaShop, c'est Slack et GitHub. Un écosystème de développement, du coup, des librairies, des guidelines, ce genre de choses-là. De la gouvernance, et puis du coup, la gestion de la propriété intellectuelle. Ce qui, dans le cas des fondations, inclut la gestion de la marque. Voilà, c'est un point qui peut être un peu pointu pour PrestaShop, puisque l'entreprise et le projet ont le même nom. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. L'idée, c'est que vous avez ensuite la partie Open Source Project. En théorie, la fondation n'a pas de développeurs. Elle gère tout ce qui va permettre de collaborer, mais ce sont les membres de la fondation qui embauchent les développeurs et qui les font contribuer sur le projet open source. Et enfin, ces entreprises-là, après, elles vont itérer sur cette base
sur laquelle elles collaborent, et elles vont être en compétition finalement sur le marché pour proposer des services et des produits à valeur ajoutée. Donc c'est ce qui est très important, c'est que du coup, y compris donc du coup en interne à PrestaShop, on va aussi faire ça à terme, c'est-à-dire qu'on va construire sur la base de ce projet open source commun. Donc pour illustrer un petit peu mon propos, j'ai choisi, puisqu'on est sur une traîne un peu plus tech, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas Kubernetes, mais en gros c'est une techno qui est très utilisée dans tout ce qui est cloud, qui permet d'orchestrer notamment les containers et tout ce qui est service dans le cloud. L'idée, c'est que Google était tout seul à travailler sur cette technologie, et ils ont choisi de la confier à la fondation Linux, en abandonnant, y compris du coup, la marque du projet, le logo, le code, tout un tas de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés de 100% contributeurs en quelques années, si vous voyez le graphique, à seulement 25% de la contribution, mais pour autant, Google n'a pas cessé de contribuer. Il contribue même plus qu'avant, mais il profite des contributions qui sont faites par d'autres acteurs de l'écosystème cloud qui ont choisi d'adopter la solution et d'y contribuer, y compris certains de leurs concurrents. Qu'est-ce qui se passe? Ça implique du coup une réduction des coûts importante, parce qu'on fait du co-développement. Et enfin, personne, en gros, n'utilise Kubernetes tel quel. C'est-à-dire que ce soit Google, Microsoft ou Red Hat ou d'autres, ils vont faire une distribution de ce Kubernetes qui est adapté finalement à leur infrastructure et aux services qu'ils proposent à leurs clients. Donc j'utilise cet exemple parce qu'il est vraiment pertinent. C'est en gros ce qu'on essaye de proposer. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on contribue beaucoup. Comme vous voyez sur la colonne de gauche, qui n'est pas très haute, PrestaShop contribue à peu près 80% du code historiquement dans le logiciel. Et notre ambition, c'est de contribuer plus, mais de favoriser le fait que, si vous êtes un tech d'agence, vous avez déjà forcément fixé des petits patchs, des choses comme ça pour vos marchands, pour votre infra, ce genre de choses-là. Au lieu de devoir simplement, à chaque nouvelle version, les appliquer, vous pouvez les contribuer et les avoir dans la prochaine version. Ce qui fait qu'en théorie, si tout se passe bien et que ça vous plaît, et que vous vous mettez sérieusement à contribuer, on va récupérer énormément de contributions de l'extérieur de l'entreprise. Et c'est l'idée de ce projet, c'est de favoriser, de trouver un terrain neutre qui permet de bien rappeler que si vous contribuez, ce n'est pas au bénéfice de l'entreprise PrestaShop, mais bien une contribution à un bien commun, qui est le projet open source, le logiciel. Pour ça, il va falloir trouver des gens qui veulent bien s'investir dans cette idée. Donc c'est aussi le sujet de ce talk aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser au fait qu'on va avoir besoin de partenaires qui s'engagent sur ce projet, d'avoir PrestaShop dans un organisme tiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on veut avoir plus de contributions de l'extérieur, il va falloir des gens de l'extérieur qui contribuent, c'est aussi simple que ça. Et donc notre idée, c'est de commencer par identifier des partenaires qui peuvent être des importants contributeurs. Alors ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des grosses entreprises. On peut penser à des gens qui utilisent PrestaShop comme Decathlon ou Carrefour. Évidemment, on se dit, eux, c'est bon, ils ont les moyens de contribuer. Mais dans une petite agence de 4 à 10 personnes, en fait, il y a tout à fait moyen de contribuer aussi énormément. Peut-être pas des énormes features, peut-être pas des énormes fonctionnalités, mais beaucoup de petites améliorations au jour le jour, de participer au spec, de participer au product management, de différentes façons. Le but de contribuer n'est pas de contribuer que du code. C'est aussi de contribuer à ce qui se passe autour ou en amont de la période de code. Donc il faut pour ça qu'on arrive à créer un espèce de conseil d'administration. Finalement, ça peut fonctionner un peu comme une association, si vous voulez, avec des membres qui donc sont représentés. Et l'idée, c'est d'arriver à développer l'expertise et la valeur de la contribution. Typiquement, si vous êtes commercial dans une agence, si vous avez des contributeurs réguliers, vous pouvez le mettre dans votre pitch. Nous, monsieur, si on fait du PrestaShop, on contribue régulièrement, éventuellement on a un mainteneur. C'est un argument commercial de poids, c'est-à-dire que le client, le marchand, sait que vous n'allez pas coder n'importe comment et que ce que vous faites, c'est ultra propre, facile à maintenir, voire que du coup, dans la prochaine version, vos améliorations seront intégrées. Donc ça, c'est vachement important. Et l'idée, c'est donc de pouvoir bénéficier de ces acteurs qui vont participer
avec nous à la construction donc, de cette version open source et de ce projet d'organisme neutre, de façon tout simplement à ne plus être tout seul à avoir cette gouvernance. Quel est le bénéfice principal, ou les bénéfices principaux d'une contribution active? Bon, il y en a deux gros. La première partie, c'est la réduction des coûts. Si vous reprenez l'exemple que je vous ai donné avec Google, la fondation Linux et puis Kubernetes, déjà vous profitez des bugs fixes contribués par les autres, mais en échange de contribuer vos bugs fixes, vous récupérez aussi du temps des autres, c'est-à-dire vous passez mettons 1 heure à fixer un truc, vous le contribuez, et en échange, vous avez la QA, la review des mainteneurs, l'intégration continue, la livraison de la nouvelle version. Tout ça, c'est un bénéfice qui est direct, et donc du coup ça vous permet d'éviter de devoir sur une nouvelle version réappliquer vos patchs. Donc là du coup vous avez un coût de réduction de maintenance si vous gérez de nombreuses boutiques qui est immédiat à chaque nouvelle version. Le deuxième point, c'est que vous pouvez avoir un impact sur ce qui va être développé. Aujourd'hui, l'entreprise PrestaShop et ses salariés décident de pratiquement tout ce qu'il va y avoir dans les prochaines versions, à part, je veux dire, vos contributions. Mais je parle en termes de product management. Si vous vous investissez dans ce projet, que vous nous rejoignez sur l'idée de pouvoir piloter le développement du projet PrestaShop, vous pourrez avoir un impact fort sur ce qu'il y a dans le logiciel, et vous pourrez aussi vous engager, par exemple, à dire cette partie-là, c'est nous qui la développons et qui la livrons à telle date. Voilà. Donc ça, c'est un point important, c'est que c'est pas juste contribuer, c'est aussi s'engager. Voilà, ça c'est important. Le deuxième point vraiment important, c'est de devenir un expert remarqué. Alors ça, dans par exemple les communautés d'Eclipse ou Linux, pas besoin d'être Red Hat pour être un contributeur remarqué. Il y a beaucoup de freelances qui sont des experts reconnus. Donc vous pouvez aussi bien être indépendant que travailler en PME ou travailler dans les grands groupes. L'idée, c'est que en devenant un contributeur régulier, vous allez apprendre par le mentoring et notamment la période de review des différents éléments. On peut parler des specs, on peut parler du code, on peut parler de la doc, à faire les choses dans le respect des bonnes pratiques du projet. Pourquoi? Parce que quand vous contribuez, il ne s'agit pas juste de merger les pull requests de vos amis en mode « Ah ben c'est bon, c'est mon pote, je merge ». Il s'agit de s'assurer que votre contribution, elle s'inscrit dans une pérennité. Elle doit être maintenable dans le temps, parce que du coup, elle va rejoindre un projet qui est livré régulièrement. Donc on peut du coup forcément pas accepter n'importe quoi. C'est pas parce que ça marche sur votre serveur quelque part que du coup on peut accepter une contribution. Et donc ça va nécessiter un temps d'apprentissage, mais du coup qui se transforme avec le temps en expertise. Et c'est quelque chose, comme je vous disais, que vous pouvez extrêmement valoriser auprès de vos clients. Donc ça c'est un point très important. Donc comme je vous disais, on travaille sur la possibilité d'avoir atteint une fondation pour le projet PrestaShop. On a une étape intermédiaire avec laquelle on est en train de discuter, qui est de rejoindre la fondation OW2, qui se positionne en organisme tiers neutre et qui permet d'avoir énormément d'accompagnement, de bonnes pratiques et de travailler avec des éditeurs d'autres projets. Donc ça, c'est pas mal. Comme je viens de le préciser, trouver des membres de ce potentielle organisation qui s'engage à travailler avec nous. On a un travail de fond de préparation de la propriété intellectuelle. Du coup, s'assurer que c'est clean, évidemment. Ça implique du coup déjà des choses sur la roadmap de ce qui sera livré dans la 8. Et puis, donc, du coup, en termes d'agenda, comme le disait Pierre-Olivier, c'est pas toujours facile de s'engager sur un agenda extrêmement ferme, mais en gros, l'idée, 2021, c'est la préparation, la validation de ce qu'il est possible de faire, la recherche de ces fameux partenaires. Et 2022, on déroule. C'est-à-dire que si tout va bien, courant 2022, PrestaShop devrait pouvoir être un projet qui soit plus autonome. Dans tous les cas, ça sera le cas de la version qui sera livrée à ce moment-là. L'idée, c'est quel cadre on donne autour. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, la question est de savoir, pour illustrer plus précisément, comment ça se passe, comment est-ce qu'on compare le présent et comment est-ce qu'on compare le futur qu'on aimerait construire avec vous. Donc cette première slide, elle représente en gros
ce qui est actuel. C'est-à-dire que le lien entre PrestaShop, l'entreprise, et puis le projet open source PrestaShop est très fort. On a au-dessus du coup des organisations, des freelances, des partenaires, des marchands, des agences, des hébergeurs. Enfin voilà, il y a plein d'organisations, d'entreprises autour de nous qui proposent tout un tas de services. Et d'ailleurs, nous en tant qu'entreprise, voilà, on gère la marketplace, on propose des thèmes, des modules, tout un tas de services, support. On travaille sur des offres d'hébergement un peu haut de gamme, tout ce genre de choses-là. Et cette partie en rose n'a pas nécessairement vocation à être complètement transformée. Donc ça, c'est un truc qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est qu'il y en ait encore plus. La question, finalement, c'est si on veut vraiment modéliser l'idéal, l'écosystème idéal, c'est qu'il faut déplacer PrestaShop Corp à l'étage au-dessus. Et donc, que PrestaShop Corp soit un contributeur, en fait, au même niveau que n'importe quel autre participant au projet. Donc, pour reprendre les termes de Dries Buytaert, qui est le fondateur de Drupal, j'utilise makers and takers. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a des gens qui vont contribuer, et ça c'est génial. Il y a des gens qui continueront à juste prendre le projet et entre guillemets à le consommer, à faire des choses avec, mais on ne reverra jamais vraiment ce qu'ils font, ou en tout cas ils ne contribueront pas. Ça fait partie du jeu dans l'open source, et c'est pas spécialement gênant, mais rappelez-vous ce que je vous ai montré sur les slides précédentes, être un maker, être un contributeur au projet, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment valoriser, et je vais vous donner un exemple justement qui sort de Drupal, qui est que par exemple Pfizer, donc la grande compagnie de pharmacie, fait énormément de sites, presque tous ces sites avec Drupal. Si vous n'êtes pas identifié comme un contributeur régulier sur drupal.org, eh ben, vous ne pouvez pas travailler pour Pfizer pour faire des sites web. Où que vous soyez dans le monde, il faut que vous travaillez pour une agence ou que vous soyez un freelance, ou vous contribuez en tout cas régulièrement au corps de Drupal et aux modules et aux thèmes que du coup Pfizer utilise comme socle de base. Donc gardez à l'esprit que du coup ça peut à terme être quelque chose qui peut être imposé par des marchands, de dire bah, nous on veut bien que vous travailliez pour nous pour faire notre site web de vente en ligne, mais vous devez être un contributeur régulier parce que c'est un gage de qualité, c'est ce que je vous disais, c'est un gage d'expertise, de qualité et d'engagement régulier dans le projet. Et pour une entreprise qui du coup est un donneur d'ordre, donc finalement dans le cadre de PrestaShop un marchand, s'engager sur une solution de vente en ligne, c'est pas un truc qu'on change tous les 6 mois. C'est des projets qui, pour des grands marchands, peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être mis en place. Donc c'est pas pour que le projet disparaisse dans 6 mois ou dans 1 an. C'est pour s'assurer justement de sa pérennité. Et c'est pour s'assurer de cette pérennité, de cette neutralité, de cette possibilité pour tout le monde d'utiliser le projet qu'on cherche à faire ça. Et donc, évidemment, PrestaShop va se retrouver en compétition avec tout le monde. Mais le marché est grand et en fait, on n'a pas intérêt nécessairement à se tirer dans les pattes, mais on a intérêt en fait à faire du gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour vous, gagnant pour le projet et gagnant pour les marchands. Si je reviens, je n'aime pas trop faire ça, mais j'ai oublié de la remettre à la fin. Raté. Si je reviens à ça, ben voilà, ce qu'on essaie de construire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette dernière slide, la slide que je vous ai montrée juste avant, ça serait l'application à PrestaShop de ce schéma de fonctionnement qui est utilisé en fait par la plupart des grands projets open source que vous utilisez parfois sans même le savoir. Mais c'est le cas de Linux, de pratiquement tout ce qui est chez Apache, chez Eclipse, etc. Et donc c'est ce qu'on utilise en fait comme modèle. L'idée c'est qu'en le faisant bien, et ben, du coup vous soyez aussi content que nous de participer à ce projet. Alors je ne sais pas trop si on a du temps ou si c'est possible de poser des questions, mais en général le sujet en soulève quelques-unes. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il reste un peu de temps, et puis sinon je suis disponible sur le stand à côté, et puis vous pouvez aussi me trouver facilement, je pense que je suis assez facile à reconnaître, et vous pouvez venir discuter, et je serai là pour répondre à vos questions. Voilà. Bon, en fait, il reste 10 minutes, mais si vous voulez qu'on aille boire un café, moi, ça me va bien.
Merci beaucoup en tout cas.